Bonjour à tous, une petite vidéo sur la docimologie et les QCM, la docimologie par les QCM, et surtout comment on fait pour évaluer un étudiant par QCM, comment je fais pour écrire des QCM. J'en profiterai pour vous donner des notions de docimologie, on va voir ce que c'est ensemble, des notions sur les QCM, les généralités, les objectifs, et surtout savoir monter un bon QCM. Monter un QCM, c'est facile. Savoir écrire un QCM, c'est facile. Savoir écrire un bon QCM, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Du coup, la docimologie. Alors la docimologie, c'est un grand mot, un petit peu de sorti de nulle part, qui ne veut pas dire grand-chose au premier abord, mais vous allez voir, finalement, c'est pas très compliqué. La docimologie, ça va être la science qui se consacre aux épreuves et à leurs analyses. Ça va être la science qui va rechercher les facteurs de confusion dans l'évaluation des étudiants. Si on place ce que connaît l'étudiant, ce que maîtrise l'étudiant, ce que a acquis l'étudiant, et la note de l'étudiant, il existe normalement une relation linéaire donc entre ce que connaît l'étudiant et sa note. C'est-à-dire, en gros, plus l'étudiant maîtrise de choses, plus l'étudiant a compris les connaissances, plus sa note est grande. Les facteurs de confusion sont finalement les facteurs qui vont venir perturber ce lien linéaire entre ce que connaît l'étudiant et la note de l'étudiant. C'est le cas, par exemple, où un étudiant qui a beaucoup travaillé, qui maîtrise beaucoup de choses, a une note faible. Ça, il y a trois étiologies aux facteurs de confusion, soit liés à l'examinateur par différentes raisons, soit liés à l'évaluation ou aux conditions de l'évaluation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là on va surtout s'intéresser à l'évaluation en elle-même. Il existe plusieurs modes d'évaluation. 5 modes ont été décrits dans la littérature. L'évaluation authentique, qui est une évaluation sur le terrain, au plus proche de la réalité, c'est ce qu'on a en stage par exemple. L'évaluation continue, qui est une évaluation sous forme de contrôle continu. L'évaluation formative au cours d'une formation. L'évaluation par projet, où l'étudiant doit créer un projet authentique, un projet original. Et l'évaluation sommative ou certificative, qui est là, qui atteste d'une compétence. C'est ce que vous connaissez tous, c'est le bac, c'est un concours, c'est voilà. À la fin de cette évaluation, on sait que l'étudiant a telle et telle compétence. À Angers, et j'imagine dans d'autres grandes facultés, c'est fait par deux grandes méthodes, soit par QCM, questionnaire à choix multiples, soit par CROC, qui sont des questions rédactionnelles organisées et courtes. On va s'attarder plus particulièrement sur les QCM. Si on s'attarde sur les QCM, si on les décortique, vous allez voir, on peut y sortir beaucoup de connaissances. Les QCM, il en existe de trois types. Soit les QCM diagnostiques, qui viennent avant l'enseignement de la compétence, qui sont là pour faire un état des lieux, par exemple juger d'une compétence avant le cours, d'une compétence avant le cours. Il y a les QCM de formation qui sont là en cours de la formation pour voir si vraiment l'enseignement et la formation influent sur l'acquisition de compétences. Et les QCM de certification qui sont là pour certifier une compétence, pour valider une compétence. D'accord, c'est ce qu'on connaît tous. Ensuite, on peut décrire trois grands niveaux de difficulté d'un QCM. Le niveau 1, qui est le niveau le plus simple. Donc c'est des connaissances pures et dures. L'étudiant n'a pas à les appliquer, il a juste à les connaître. Entre guillemets, le mot juste. Il faut, par exemple, ici, connaître juste la dose d'irradiation moyenne d'un scanner. On n'a pas à réfléchir, on sait ou on ne sait pas. C'est le niveau le plus simple. Ensuite, le niveau 2, c'est l'application et la compréhension de ces connaissances à travers des petits problèmes. C'est ça, en fait, le niveau 2. Là, on va demander lequel examen radio suivant est associé à la plus grande dose d'irradiation. Donc,
on va mélanger différentes compétences, donc le taux d'irradiation d'un scanner, des artères et tout, hop, et il faudra l'appliquer pour répondre à la question. D'accord? Donc c'est déjà un niveau plus élevé que la connaissance pure et dure. Et analyse, résolution de problème. Là, l'étudiant va prendre ses connaissances, va analyser un problème et va se servir de ses connaissances pour résoudre ce problème. D'accord? C'est simplement l'exemple de tous les problèmes physiques, mathématiques qu'on connaît. Il existe deux notions importantes dans les QCM qui sont malheureusement souvent oubliées et qui sont souvent de mauvaise qualité. La validité d'un QCM. La validité, c'est la capacité d'un QCM à tester les connaissances et les compétences que l'étudiant est censé maîtriser, est censé acquérir durant sa formation. Finalement, ça correspond à la connaissance validante de la formation. Concrètement, un QCM qui pose sur un détail d'une molécule qui ne servira jamais dans ta vie, c'est pas un QCM validant, la validité du QCM est médiocre. Par contre, un QCM une question correspondant à une connaissance importante de votre formation, là c'est un QCM validant. D'accord? Et la deuxième notion, ça va être la fiabilité d'un QCM. La fiabilité d'un QCM, c'est sa capacité à discriminer les étudiants. Le but étant de discriminer les étudiants en fonction de leur niveau de compréhension, pas en fonction de la capacité à retenir un petit détail. Le mieux, c'est discriminer les étudiants en fonction de leur compréhension de notions. Les QCM ont des points positifs, j'imagine que vous le savez. Les QCM permettent d'évaluer un grand nombre d'étudiants, de balayer beaucoup de notions simplement et une efficacité grandement améliorée de correction. On n'a plus à lire, les profs n'ont plus à lire, on a juste à passer les grilles dans une machine. Par contre, ils ont des points négatifs, forcément. Ils ne permettent pas aucune, mais ils ne permettent pas complètement de construction de pensée, c'est pas des rédactions. Il y a forcément un risque de réponse au hasard. Et surtout, le principal point négatif, c'est qu'ils sont peu valides et peu intéressants s'ils sont mal construits. Je pense qu'on est nombreux à le penser, qu'un QCM est une bonne façon de noter les étudiants, si et à condition qu'il soit bien construit. Vous avez tous en tête l'image de QCM mal construit, angoissant, peu précis. Ça, c'est des mauvais QCM qu'il faut oublier, et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous l'oublierez. Et vous construirez de bons QCM. Ensuite, on va s'attarder à la définition et aux définitions élémentaires des QCM. J'imagine que vous les connaissez tous. Un QCM est composé d'un contexte qui replace la question soit dans le cours, soit dans un problème scientifique. Il est composé d'une consigne qui correspond à une question ou une phrase directe, affirmative, simple. Et il est ensuite composé de plusieurs items qui correspondent à des phrases normalement courtes, directes, affirmatives, en lien avec le contexte et la consigne. On va prendre un exemple tout bête du tutorat d'Angers. Le contexte y est posé par le cas clinique et l'iconographie. La consigne, c'est toujours la petite phrase en gras soulignée qui replace le contexte et qui pose la question directe. Quelle est la réponse exacte? Et ensuite, 5 items. À Angers, on met 5 items qui sont des phrases affirmatives directes en lien avec la réponse. Avec la question, pardon. Et maintenant, comment fait-on pour construire un bon QCM? Parce que c'est bien beau de présenter ça comme ça, mais c'est plus compliqué dans les faits. Il faut toujours, on va dire, poser un contexte. C'est-à-dire, il faut poser le tableau, replacer le QCM dans son environnement. Ce contexte peut prendre différents formats. Vous verrez beaucoup d'exemples après. Mais par contre, et ça c'est quelque chose qu'il faut retenir, un contexte est toujours à minima fait d'une phrase complète et brève. Si vous n'écrivez pas un contexte, par exemple de 5
de 4-5 lignes, et si vous ne trouvez pas l'intérêt, il faut replacer le contexte avant la question. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure plus précis. Mais il faut toujours une phrase complète, brève. Les consignes. Il faut que la consigne soit comprise immédiatement, c'est-à-dire dès la première lecture. Et donc pour ça, il faut privilégier les questions directes, positives, affirmatives. Simple. Là, c'est un contexte. Donc j'ai repris exactement le même que tout à l'heure. Un cas clinique de 2 à 3 phrases, une iconographie. Jusque-là, rien de compliqué. Ici, on va reprendre une consigne et un contexte. Concernant l'arbre ci-dessus, c'est un contexte. Ça replace la question dans son environnement. D'accord? C'est toujours, et c'est hyper important de toujours replacer sa question dans son environnement. Et ensuite, la consigne claire, directe et positive. Quelle est la réponse exacte? Ok? Les items. Le nombre optimal décrit dans la littérature est situé entre 3 et 5 pour bien discriminer les étudiants. En Angers, on a pris parti d'avoir 5 items. Enfin, la faculté a pris parti d'avoir 5 items. Je vous conseille d'abord d'écrire là où les bonnes réponses et vérifier qu'elles correspondent bien à l'énoncé. D'accord, ça évite les erreurs. Ensuite, je vous conseille d'écrire les distracteurs, c'est-à-dire les mauvaises réponses, et vérifier qu'elles sont bien fausses. Ça, c'est hyper important. Chaque item doit contenir une et une seule notion. Vous verrez et vous allez voir, je vais répéter ça énormément de fois, mais c'est hyper important. C'est une erreur qu'on retrouve tout le temps, même dans les QCM officiels. Mais pourtant, c'est faux. Il faut toujours un item égale une notion. Chaque item est indépendant l'un avec l'autre. L'item A est indépendant de l'item B, lui-même indépendant de l'item C. Ok? Et il faut uniformiser les items. On a remarqué que souvent les items faux étaient des longs items, les items vrais étaient plutôt courts. Voilà, il faut essayer d'uniformiser les items pour éviter de tomber pour faire réfléchir l'étudiant. Pour pas lui faire apparaître aux yeux une erreur qui pourrait être dissimulée. Quelques conseils généraux, on va dire, des généralités. Il faut construire chaque item pour ne répondre qu'à un objectif. D'accord? Donc ça, je me répète. Voilà, un item égale une notion, un objectif. Chaque question doit se suffire à elle-même. Et les items doivent être indépendants. C'est-à-dire, chaque question, chaque QCM est indépendant l'un de l'autre. On peut répondre à un sans forcément avoir réussi celui-là d'avant. Et les items, c'est pareil. Doivent être indépendants et doivent viser une seule notion. Il faut éviter les termes absolus comme toujours ou tous qui viennent un peu mettre de l'angoisse, enfin peut-être pas de l'angoisse, mais qui viennent gêner la réflexion de l'étudiant. Il va se poser la question pendant 30 minutes, est-ce qu'ils sont toujours comme ça? Alors que peut-être que votre connaissance ne porte pas sur ça. Et il faut toujours réfléchir au pouvoir discriminant de votre QCM et validant de votre QCM. Ça, c'est important. Sinon, c'est un QCM inutile, donc un mauvais QCM. Tout ça, c'est bien beau, mais à appliquer tous les jours, c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous donner, et à Angers, on va vous donner une checklist qu'il faut suivre, enfin, si vous le souhaitez, mais je vous conseille, pour écrire de bons QCM, ou pour moins essayer d'écrire de bons QCM et ne pas tomber dans les erreurs courantes. 1. Il faut cibler la matière. La sous-matière est le sujet de notre QCM. Ça paraît un peu bête dit comme ça, mais c'est important. Par exemple, si vous vous intéressez à la génétique clinique, la sous-matière sera par exemple les maladies autosomiques dominantes. Et le sujet de notre questionnaire portera sur les maladies autosomiques dominantes. Dès que j'ai fait ça, je vais énumérer les connaissances que j'estime important à maîtriser et qui pourraient tomber. Les pénétrances incomplètes, la transmission verticale, etc. etc. D'accord? Donc plein de compétences, plein de connaissances, je les énumère. Soit en regardant mon cours, soit de tête. De tête pour les meilleurs. Ensuite, j'organise ces connaissances en parties et sous-parties
qui constitueront les questions. Tout ce qui correspond aux règles de transmission, je les mets dans ma partie règles de transmission. Pareil pour les particularités. Et ensuite, je créerai mes questions sur les règles de transmission, sur les particularités. Ok? Je rédige ma consigne en lien avec mes connaissances, comme si. Je replace mon contexte concernant les maladies autosomiques dominantes, qui est mon sujet. Ma consigne qui est directe, quelles sont là où les réponses exactes. Ok? Ensuite, je commence à écrire les items corrects, en respectant les conseils que je vous ai donnés, les items simples, des items directs, des items indépendants les uns des autres, des items visant une seule notion, un objectif. Comme ça, on pourra savoir, si l'étudiant a faux, on pourra savoir qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Ensuite, je vous conseille d'écrire les items faux, en s'assurant qu'ils soient bien faux, pour avoir le nombre d'items corrects à chaque question. Et ensuite, je charte mes QCM selon la charte graphique locale. Ici, un exemple d'item correct, c'est un item simple, direct, indépendant, avec une notion, la transmission père-fils de la maladie, vrai, faux. Voilà. Et ensuite, les items faux, on observe une répartition horizontale de la maladie, ça c'est faux. C'est une répartition verticale. Ok, donc il n'y a pas... C'est ça. Après, un petit conseil personnel, vous pouvez... il faut rendre aléatoire les items vrais et les items faux, c'est-à-dire pas toujours mettre BC vrai et le reste faux. Mais bon, ça, s'il n'y a que ça, c'est qu'un détail. Au final, on a réussi à construire un QCM qu'on appelle un QCM de niveau 1, un QCM de connaissances pures et dures. Mais moi, j'ai bien écouté la vidéo, et j'ai compris qu'il fallait faire des QCM de différents niveaux. Donc j'ai envie de transformer ce QCM en QCM de niveau 2 ou de niveau 3. Alors c'est très simple. Au lieu de poser des items de connaissances pures et dures, je vais placer un arbre généalogique, et dans le QCM correspondant à l'arbre généalogique, je vais placer des items de connaissances mélangés à des items sur l'arbre génétique. Ou alors mieux, je fais un QCM que de connaissances en lien avec l'arbre génétique et un QCM de niveau 2 en lien avec l'arbre génétique. D'accord? Mon contexte, c'est l'arbre, et ensuite je pose 2 questions sur ce contexte. Ensuite, je vais vous donner quelques exemples de QCM que je vais critiquer, avec certains ont des points positifs, certains ont des points négatifs, pour vous montrer un petit peu les exemples à faire et ne pas faire. Ici, on a 2 QCM du tutorat d'Angers sur l'embryologie. On remarquera que le contexte, donc concernant les gamètes, concernant la finalité des gamètes, ça c'est le contexte, que le contexte et la consigne sont clairs, qu'il faut cocher là où les réponses exactes. L'étudiant n'a pas à relire 5 fois la phrase, on comprend assez simplement. Par contre, ce qui me gêne un peu plus avec ces QCM sont l'item D. L'item D, pourquoi? C'est-à-dire, si on lit l'item, les gamètes descendent des gonocytes primordiaux et apparaissent dès le 21e jour, on a 2 notions. Ça, c'est un mauvais QCM qu'il ne faut pas faire. On ne sait pas si l'étudiant a faux, on ne sait pas quelle notion il n'a pas compris, sur quelle notion il faut revenir. En termes de pédagogie, c'est pas ouf. Pareil pour le deuxième QCM. Et l'item C, c'est clairement l'exemple que je vous ai montré, que je vous ai introduit tout à l'heure. Cet item n'est pas validant, il ne sert à rien. Tout le monde répondra vrai. Aucune connaissance n'est visée. Voilà, c'est un item un petit peu pourri, si je peux me permettre. Ensuite, 2 nouveaux exemples. Cette fois, on remarquera que la consigne est un petit peu plus tangentielle. Alors, c'est mon avis, un avis personnel. Là, moi, j'aime pas trop les consignes comme ça, directement au pluriel, car il faut bien faire attention qu'il y a une seule et bonne réponse. Plusieurs réponses.
Ça arrive tellement souvent que ce QCM tombe et qu'au final, il y ait une bonne réponse. Voilà, donc ça, il faut faire hyper gaffe, ça perturbe et ça entraîne des erreurs inutiles. Ça entraîne un facteur de confusion entre l'étudiant et sa note. Pareil, dans l'item D, on retrouve la même erreur que tout à l'heure, c'est une erreur assez récurrente. Par contre, le reste des items, je trouve, est relativement bien construit, avec un sujet, un verbe, un complément, et on remarquera que souvent, ça colle pas toujours, mais souvent, les items courts, sujet, verbe, complément, sont bien construits. Encore une fois, il y a des contre-exemples. Ensuite, je vous présente des QCM qu'on appelle ici des QCM cool. C'est-à-dire des QCM où le contexte est enrichi, le contexte est intéressant. Et on a mis un S à QCM parce que quand on part d'un contexte intéressant, c'est plus intéressant, entre guillemets, c'est plus facile de poser plusieurs questions à partir du même contexte. Par exemple, un contexte va pouvoir contenir des problèmes, un dessin, une réaction chimique, des citations, un graphique. Et à partir de ce contexte, on va pouvoir mélanger les niveaux de QCM. À partir du contexte, par exemple, je vais poser des items de connaissances pures, des questions de connaissances pures. Ensuite, je vais m'intéresser plutôt à l'analyse de ce contexte. Donc là, je suis dans un niveau 2. Et ensuite, je vais demander la résolution du contexte. Niveau 3. Ici, donc on a 3 images, 3 QCM avec des images. Donc le contexte est une phrase et une image. Donc ça, c'est souvent du QCM de niveau 2 où il faut, ça dépend comment c'est posé, mais il faut soit reconnaître l'image de ton cours, donc le ressortir, ça c'est un niveau 1, ou soit penser et réfléchir et analyser, et ça c'est plutôt un QCM de niveau 2. Si on s'intéresse au QCM avec des citations et des graphiques, donc là, dans le contexte, on nous place une citation, on nous place un graphique. Souvent, les QCM à graphiques sont intéressants parce qu'ils sont souvent de niveau 2. Ils permettent la lecture, ils permettent souvent de poser des questions sur la lecture d'un graphique et pas simplement de répondre à une question bête et méchante. Ensuite, on va prendre le contexte avec des molécules, des réactions ou des séquences nucléotidiques. C'est à peu près le même principe. On pose des molécules, il faut les reconnaître, donc ça c'est du niveau 1. Ou alors on pose une réaction, il faut résoudre, il faut calculer par exemple, il faut calculer delta G. Donc ça c'est plutôt niveau 2 ou 3. Et on peut poser une séquence d'ARN nucléotidique, et on peut poser des questions sur cette séquence. Donc ça c'est déjà un niveau 3, c'est analyse de la séquence, rappel de cours, rappel de connaissances et analyse. D'accord ? Et une dernière diapo, donc ça c'est vraiment le type de QCM que moi j'apprécie énormément, les schémas incomplets ou les tableaux incomplets. C'est-à-dire que dans le contexte, on va vous placer des schémas incomplets ou un tableau incomplet, et c'est à vous dans les items de compléter ces schémas ou ce tableau. Donc ça fait appel à des connaissances pures et dures, par exemple sur le cycle de Krebs, mais ça fait aussi appel à la compréhension et à la résolution, parce que c'est pas forcément un schéma qui est dans votre cours, ça peut être un schéma original, ou un tableau original qui demande de la réflexion. Donc si vous n'avez pas compris ou si vous ne maîtrisez pas une connaissance, vous pouvez vous planter. Et on peut en profiter pour poser des items transversaux en paraphrasant par exemple une réponse. Alors j'espère que ce tutoriel vous a été utile et vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à liker notre page Facebook. Je me suis inspiré donc du travail affiché ici, que vous pourrez trouver dans ma description. J'espère que ce tutoriel a été utile et on se retrouve pour d'autres vidéos.